Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. L'analyse du manuel du général de la saison 1 de la 4e version de l'Âge de Sigmar en compagnie de... Jim, Comme d'habitude, comme on dit, évidemment. Encore une fois, un immense merci à Games Workshop pour leur confiance et qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter en avant-première, évidemment, cette petite analyse du manuel général année 2024-2025, donc saison 1. C'est un manuel général qui est un petit peu particulier dans la mesure où c'est le premier d'une nouvelle version. Donc il y a des changements, il y a énormément de choses à assimiler en même temps puisque la V4 marque un grand changement par rapport à la 3e version de l'Âge de Sigmar. Et en plus de ça, on a la première saison qui arrive. Fini les saisons d'Angur, fini les saisons dans Andorre, on arrive maintenant dans les saisons du manuel du général 2024-2025. Dans cette analyse, on va donc faire un tour sur les règles de cette saison. Ouais. Ensuite, un petit tour sur les battles tactiques de cette saison, puisqu'il y a un certain nombre de battles tactiques qui sont génériques, c'est-à-dire qui peuvent être prises par toutes les armées. Et grand changement de cette V4, on a des battles tactiques par grande alliance. Exactement. À savoir, elles seront au nombre de 2 dans chaque grande alliance. Et ensuite, on va faire un petit passage sur l'ensemble des scénarios. Un scénario, des scénarios, ou l'inverse, je sais pas. Scénario. Un panino, des panini. Ouais, c'est ça. Donc l'ensemble des scénarios. Et on fera une vidéo dédiée pour tout ce qui est sort persistant, comme on avait fait la dernière fois, parce que c'est un petit peu plus digeste, il y a beaucoup de changements, et ça sera plus simple pour tout assimiler. On commence donc tout de suite avec les règles de la saison 2024-2025. La règle principale et unique règle en réalité qui est la garde d'honneur. Donc la garde d'honneur, on peut utiliser une des aptitudes suivantes. On va commencer par la première, mon petit Jim, qui s'utilise donc à chaque fois, ça s'utilise une fois par partie pendant la phase de déploiement. Donc ce qui est important déjà de noter, c'est qu'il va y avoir un ordonnancement pendant la partie sur la manière d'annoncer sa garde d'honneur. C'est-à-dire qu'on va avoir le joueur opérant qui va déclarer sa garde d'honneur en premier. Du coup, l'autre aura l'information et il va pouvoir du coup ajuster en fonction du choix de son adversaire. Exactement. Très concrètement, ça se choisit avant de commencer la game, donc vraiment au déploiement. Donc c'est pas en amont, en préparation de liste que vous avez déjà choisi, même si vous pouvez avoir une idée de ce que vous voulez prendre. Et aussi également, ce qui est bien d'ajouter, c'est que c'est une amélioration qui concerne uniquement les bataillons du général. Donc voilà, comme on se rappelle, les bataillons, comment ça fonctionne. Un héros, 3 unités dedans, et quand c'est le général, c'est 4 unités à l'intérieur. On va donc commencer par la première qui s'utilise une fois par bataille pendant la phase de déploiement, qui s'appelle affectation spéciale. Choisissez une unité amie du régiment de votre général autre que votre général pour être la garde d'honneur. Donc ça, c'est la partie générique. Vous pouvez choisir une unité en réserve. Si vous utilisez cette aptitude, vous ne pouvez pas utiliser d'autres aptitudes de garde d'honneur. Donc ça, c'est la partie générique sur toutes les optimisations, toutes les aptitudes de garde d'honneur. Effet, choisissez une des aptitudes d'armes suivantes. Anti-infanterie plus imperf, anti-cavalerie plus imperf, anti-monstre plus imperf, anti-machine de guerre plus imperf, anti-bête plus imperf. Lors de n'importe quel tour où la garde d'honneur a changé, ces armes de mêlée ont l'aptitude choisie. Cela n'a pas d'effet sur les armes de compagnon. Exactement. Donc du coup, première info importante, il faut avoir chargé. Globalement, en plus de ça, comme vous allez le choisir une fois que vous avez vu ce que vous affrontez, vous allez pouvoir choisir quelque chose qui fait sens. Vous n'allez pas choisir anti-monstre s'il n'y a pas de monstre devant. Donc comme c'est un choix vraiment au déploiement, on n'est jamais en mode « Ah, j'ai pas choisi le bon truc ». Non, on a choisi quelque chose qui correspond à ce qu'il y a le plus en face. S'il y a que de l'infanterie, on prend anti-infanterie. S'il y a que des monstres comme Son of Behemoth, on prend anti-monstre. Ouais, donc en fait, déjà, on voit que sur ce genre d'aptitude, ça pousse quand même les listes à être relativement diversifiées. Parce que si, alors tout le monde ne peut pas le faire, on pense évidemment au Son of Behemoth, mais sinon on se retrouve avec une unité du bataillon du général qui va avoir un plus imperf sur toute notre armée, ce qui est extrêmement violent, d'autant plus que, je le rappelle, on a perdu le bouclier mystique, donc ça va très vite. Deuxième aptitude, on va faire la garde du corps. Soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des unités ennemies tant qu'elles sont en mêlée avec votre général. Si ces 2 critères sont remplis, premièrement, la garde d'honneur est entièrement à 6 de votre général. Deuxièmement, la garde d'honneur n'a pas chargé à ce tour. Exactement. Donc, il ne faut pas charger, il faut que le général soit à 3 de l'unité qui va lui taper dessus. Alors, c'est même pas taper dessus d'ailleurs, c'est précisé, c'est -1 attaque. Donc, même si elle est à 3 de votre général, mais qu'elle tape une autre unité, elle aura -1 attaque. Donc, ça peut être pas mal. Pourquoi pas, on le voit sur des builds assez défensifs. Moi, je pense tout de suite en Iron Joe avec des Artboy, voilà, par exemple. Donc, c'est pas mal, mais il y a encore la troisième qui est pas mal aussi. Il y a la troisième qui est extrêmement puissante, qui s'appelle cible prioritaire. Ajoutez 1 au jet de touche et de blessure des attaques de la garde d'honneur qui cible une ou plusieurs unités du régiment du général ennemi.
Là, c'est quand même violent, hein. Plus un hit, plus un bless. Sur toutes les unités du bataillon du général. Donc globalement, là, on rentre dans quelque chose où c'est pour moi la plus forte des trois, ok. Et on va rentrer dans quelque chose où on va se dire, bon, quand on fait notre liste, est-ce que on a envie de mettre les unités qu'on a envie de préserver dans le bataillon du général? Parce que si on le fait, effectivement, on va pouvoir avoir ces bonus-là. Par contre, en contrepartie, en face, il va également potentiellement avoir un plus un hit, plus un bless. Ouais. Et du coup, il y a un vrai choix à faire. C'est est-ce que on se dit que c'est nous qui allons prendre l'ascendant sur la létalité, c'est nous qui allons aller chercher, ou est-ce que si on est vraiment une armée défensive, c'est réellement un bon choix? Je sais pas, ça va dépendre un petit peu des armées, du building. Ouais, ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors on le verra avec les battles tactiques, mais il y a pas mal de synergie avec les unités du bataillon du général. Donc en fait, ce qu'on commence à voir déjà, c'est de se dire que ça vaut pas forcément le coup de mettre 3 unités dans le bataillon du général, sauf peut-être cas particulier, mais on a envie, je pense, de mettre une unité qui va avoir un bonus fort en garde d'honneur, Ouais. potentiellement avec beaucoup de mouvements pour pas qu'elle se fasse attraper rapidement, et qui va pouvoir impacter pour éviter de donner des battles tactiques, et aussi pour éviter de donner trop de bonus à l'armée en face via sa propre garde d'honneur, quoi. Ouais, exactement. Ou bien on met ça sur une unité effectivement qui est glace cannon. Comme Ouais. ça, on sait que déjà on tank pas, donc il y ait plus un hit, plus un bless. Finalement, de toute façon, on sait qu'on est destiné à mourir une fois qu'on est envoyé. Mais au moins nous, on tape plus fort, donc ça peut aller dans ce sens-là. Exactement. Et deuxième point à noter qui est assez intéressant, c'est que ça marche au tir. Et Ouais. du coup, ça peut être intéressant d'avoir premier bataillon qui va être le général plus une unité de tir, parce que mine de rien, l'unité de tir, elle va pas être simple à aller chercher. Et en fait, du coup, c'est une unité qui va bénéficier du plus un touche et blessure. C'est le plus un blessure que je trouve extrêmement fort, parce que le plus un touche, alors, bon, c'est fort parce que ça fait économiser des CP, mais sur des unités de tir à grande portée, en fait, on va l'avoir tout le temps, on va l'utiliser tous les tours, et on va pas donner de bonus à l'armée en face via sa garde d'honneur. Surtout qu'il n'y a pas énormément de bonus dans les armées qui donnent plus un bless, quoi. On a Exactement. plus souvent du plus un hit, mais du plus un bless, c'est quand même relativement assez rare. Voilà, donc une mécanique assez intéressante. On va voir vers quoi ça va shifter, vers quoi ça va s'orienter. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que ça va grandement influencer la construction des listes. On attaque donc tout de suite les tactiques de bataille universelles. On va commencer par la première. Ne flanchez pas. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités amies ont combattu à ce tour et si aucune unité amie n'a été détruite à ce tour. Ouais. Donc il faut réussir à soit taper suffisamment fort pour virer ce qu'on a attaqué, comme ça, forcément, en contrepartie, on se fait pas attaquer, donc du coup, on peut pas avoir de perte. Soit on envoie des unités qui tapent fort, mais qui tankent également. Bon, forcément, c'est le meilleur combo, hein, tu me diras. C'est parti des battles tactiques relativement anticipables. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est pas non plus très très dur à faire, tu vois. ça va se faire au fur et à mesure de la partie. Ouais. La deuxième, qui est tuer l'entourage, qui rejoint du coup la nouvelle mécanique de garde d'honneur. Choisissez une unité du régiment du général ennemi, vous exécutez cette tactique de bataille si cette unité est détruite à ce tour. Voilà. Donc encore une bonne raison de ne pas mettre trop d'unités dans le bataillon du général. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit précédemment. Je pense que ça va pas être simple à mettre. À noter qu'on peut tuer le général. Ouais. Mais a priori, c'est pas une pièce qui est rapidement accessible. On est sur une version de jeu qui est moins létale, donc le général, peut-être qu'il y a un moyen qu'il ne meure pas. Et en réalité, on reprend l'exemple précédent, hein. Si on a une unité de tir fond de table, c'est un très bon candidat parce que pas de bonus de garde d'honneur en face et une battle tactique de cut, en tout cas pour les premiers tours. On passe à la suivante, attaquer sur 2 fronts. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez au moins 2 objectifs que vous ne contrôliez pas au début de votre tour et qu'au moins un de ces objectifs était contrôlé par votre adversaire au début de votre tour. Ouais, donc c'est une battle tactique que si on commence la partie qu'on est premier, on va avoir du mal à faire. Donc déjà, on commence à voir quand même qu'au premier tour, si on est joueur 1, parmi les 3 qu'on a déjà vus, elles sont pas si facilement faisables, voire pas du tout. Ok, c'est important à garder en tête parce que vous allez voir, c'est pas non plus si facile que ça de marquer des battles tactiques. Bon, maintenant celle-là, elle est j'ai en mémoire des parties de Spearhead où ça se faisait plutôt bien parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Ça se fait plutôt bien. Je trouve que t'auras pas de difficulté à le faire quand tu vas vouloir le faire. Autre redéploy ou quoi, ou charge en face adverse qui pourrait peut-être contrecarrer ton plan. Mais normalement, ça devrait aller. Ouais. En tout cas, quand même, à noter que sur les premières battles tactiques qu'on voit, pour l'instant, on n'a rien qui nous paraît évident à mettre au T1. Ouais. C'est-à-dire Magical Dominance qui était relativement simple ou anticipable, modulo des Légions de la Nuit, des mouvements à la face de héros adverse. On n'a pas facilement des bords de table. Il y a plein de choses qu'on n'a pas comme ça, donc on voit déjà que ça va pas être si évident que ça à mettre. Ouais.
On passe à la quatrième qui est prenez leur terre. Choisissez un élément de terrain entièrement ou partiellement au territoire ennemi et entièrement en dehors du territoire ennemi. Vous exécutez cette tactique de bataille si vous le contrôlez à la fin de votre tour. Ouais, celle-là, elle est bien, parce que elle te demande pas, en fait, si tu as rasé l'ennemi, ok? C'est une des battles tactiques que tu peux faire en fin de partie, même s'il n'y a plus rien, ou même s'il reste pas suffisamment, par exemple, plus d'unités du bataillon du général pour le tuer, etc. Celle-là, tu peux la faire quoi qu'il arrive, si tu es encore en vie, évidemment, et si tu as suffisamment de portée. C'est pour ça que les TP sont bonnes aussi, également, pour se préposer et voilà, anticiper tout ça. Elle est relativement faisable, si la partie se passe bien, évidemment, parce que si on se fait enfoncer, bah, ça va être compliqué, mais ça fait pas partie des plus durs pour moi. À noter quand même que vis-à-vis de cette tactique de bataille, désormais, vous le verrez par la suite dans les différents battle plans, les décors font partie intégrante du scénario. Ouais. Donc Games Workshop a proposé un template, un layout, un schéma, on va dire, pour essayer de parler en français, de ce à quoi doit ressembler une table avec des gros décors, des petits décors. On voit qu'il y a quand même relativement souvent des décors qui sont placés au milieu de table, c'est-à-dire à l'intersection des territoires. Et on a toujours cette restriction maintenant qui est devenue générique de se déployer à 9 du territoire adverse. Donc potentiellement, on peut aller mettre ça en début de partie. Néanmoins, vous verrez par la suite qu'il y a certaines battles tactiques qui sont un petit peu plus dures à mettre. Et lorsqu'on est joueur 1, on va pas forcément avoir envie d'aller chercher ça d'emblée. On passe à la suivante. Capturez le centre. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités amies sont à 3 du centre du champ de bataille et ne sont pas en mêlée. Ouais. Ça a une bonne tête de battle tactique qu'on a envie de mettre au terrain, ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Parce qu'au cours de la partie, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça demande à pas être en mêlée. C'était piqué aux Iron Joe, ça, non? Ouais. Effectivement, la mettre T1, ça paraît être un bon plan. Elle a une bonne tête de T1, celle-là. À condition, évidemment, qu'on soit le joueur 1 hein, et pas le joueur 2, parce que forcément, bah, le premier joueur le fait. Puis toi, t'arrives. Et puis, en fait, surtout que les portées de 3, tu rentres vite dedans hein, quand c'est fait. On voit quand même qu'il faut de la mobilité, aller chercher un décor, rentrer 2 unités sans combattre au milieu de la table, t'as pas envie de mettre tes unités précieuses. Donc, il va falloir commencer à penser en faisant des listes à avoir des unités sacrifiables qui vont vite. Et ça tombe bien parce qu'il y en a dans à peu près tous les battle tomes. Mais voilà, c'est une construction, je pense qu'on va souvent apercevoir. On aura toujours 2 petites unités au moins satellites pour faire les battles tactiques et on va dire ne pas être trop précieuses si jamais on les perd. Voilà. Exactement, et ça rejoint la dernière battle tactique qui s'appelle Prenez les flancs. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous avez au moins une unité amie à 6 pouces de chaque largeur du champ de bataille, qu'aucune d'elles n'est entièrement en territoire ennemi, et grande nouveauté, et qu'aucune d'elles n'a été placée à ce tour. Le placer en français correspond au setup en anglais. Ouais, setup, Voilà. les TP, etc. Donc, Et ça, il y a des armées pour lesquelles c'est dur. Je pense typiquement à des armées type Sublime Gravelord, où globalement dans les unités, si on ne prend pas les Fellbats, on n'a pas forcément envie d'envoyer des gros pâtés de squelettes ou des paquets de loups sur le côté. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas sortir des fosses. Voilà. Il y a quand même un changement par rapport au bord de table qu'on avait en V3 qui nous demandait de sélectionner une unité. Là, on n'a pas cette restriction. On regarde juste l'état à la fin du tour. Voilà. En tout cas, on a quand même l'impression qu'il y a un ordonnancement assez naturel des battles tactiques au fur et à mesure des tours, avant même de regarder celles qui sont spécifiques à chaque grande alliance. ouais, exactement. Et puis ça conforte encore une fois dans l'idée d'avoir, tu l'as dit, hein, tu as pensé direct aux chauves-souris dans les Soulblight, parce que c'est une unité qui va vite, qui n'est pas chère, qui, si elle se fait tuer, c'est pas grave. Du moment qu'elle marque sa battle tactique, c'est très grave. tu vois qu'elle a fait sa battle tactique, on est content. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les listes, bah, il va falloir au moins 2 unités comme ça pour aller faire ces petites battles tactiques à moindre prix, sans, parce que si on envoie une unité, par exemple, même qui est forte ou résistante, mais si on l'envoie sur le côté, par exemple pour faire les flancs, eh ben, elle est plus centrée au niveau de la table et en fonction de où va se passer la bataille, on sera pas forcément content d'avoir envoyé une unité sur le côté qui va passer un tour à revenir, etc. Donc il faut du coup en sob, c'est important d'avoir un gatebreaker de chaque côté. Exactement. Non mais voilà. En tout cas, on voit les battles tactiques sont pas si évidentes que ça à mettre. Maintenant, il y a l'air d'avoir quand même un ordonnancement logique, naturel qui vient. On va commencer les battles tactiques spécifiques à chaque grande alliance en commençant par celle de l'ordre. Ouais. Gardons le meilleur pour la fin. Oui, c'est ça. Donc je vais changer l'ordre. On va commencer avec la première. Reconquérir les royaumes. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour. S'il y a au moins une unité amie entièrement sur chaque quart du champ de bataille et à plus de 6 de toute unité ennemie. Ce qui ressemble grandement à la battle tactique Stormcast qui a été rajoutée dernièrement. Exactement, ça tombe bien, les Stormcast font partie de l'ordre. Donc du coup, eux, on se souvient qu'ils peuvent arriver en FEP, et bah on est plutôt content d'avoir ça, Ouais. pour ce genre. On pense aussi aux Sylvanettes, hein, qui ont encore à leur disposition des mécanismes de TP. Bon bah,
Les caradrons également qui vont assez vite. Ouais, voilà. mais en fait, surtout, ce qui est intéressant de voir vis-à-vis de cette battle tactique, c'est que autant en V3, c'est une battle tactique qui se mettait relativement facilement, autant en V4, il faut bien avoir en tête que votre adversaire va pouvoir utiliser potentiellement des TP via prière, via des sorts à votre tour, et surtout qu'il va pouvoir utiliser un redéploiement une fois que vous aurez terminé vos mouvements. Mm. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où vous allez vous mettre à aller 6-7. Une fois que vous avez fini, il va aller faire son déploiement. Il va rentrer dans vos 6. C'est une battle tactique qui va être perdue. Ouais. Voilà. Même à 12, hein, un peu moins de 12, c'est pas facile hein, de garder des distances de un peu moins de 12 avec chaque unité ennemie. Bah, imaginons qu'il claque son 6 sur un redéploiement. Bah voilà. On va passer à la deuxième qui s'appelle Pour fonder les tyrans. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si un héros ennemi a été tué à ce tour par une attaque de mêlée d'une unité ennemie. Elle est bien. Elle est bien. Rien de spécial à dire. On voit que les prêtres sont bons. Les prêtres, hormis des bonhommes extrêmement tanky, sont quand même souvent des petits bonhommes à pied. Donc voilà, il y a de quoi faire. C'est une battle tactique qui est bonne. On passe tout de suite aux tactiques de bataille du chaos, en commençant par la première offrande de carnage. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités ennemies ont été détruites à ce tour. Bon, bah le chaos quoi. De la bâche, on les retrouve dans l'ADN. Je pense que c'est assez faisable. Quand on voit les armées du chaos qui sont assez énervées, bon après je pense surtout à Khorne qui est très létal. Je pense à STD qui est aussi très létal. Ça paraît être une battle tactique qui va dans le sens de comment on s'imagine jouer l'armée. Voilà, c'est des armées qui ont envie de faire mal à l'adversaire. Bah, une battle tactique qui répond à ça, c'est bien. Très bien. La deuxième, charge ordonnée. Choisissez un objectif contrôlé par votre adversaire. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités ennemies ont chargé à ce tour, si au moins une d'elles conteste cet objectif et si vous le contrôlez. Ouais, donc on charge avec 2 unités, on doit reprendre le contrôle. Bon, c'est assez faisable encore une fois aussi, hein. C'est pas non plus dur à faire, mais ça sera pas une battle tactique forcément qu'on va venir à mettre T1. Bon, on voit quand même que les battle tactics sont pas non plus toutes si simples et que, on le rappelle, on l'a pas dit je crois, mais une battle tactique c'est quand même 4 points, c'est énorme sur un tour. Donc va falloir quand même bien réfléchir à ces battle tactiques qui sont moins simples qu'avant à mettre parce que beaucoup plus de réaction de l'adversaire en contre-charge, en je claque un sort, à ce moment-là ça t'arrange pas en fonction de l'effet du sort, une TP, un truc, diviser le mouvement par 2, etc. Il y a plein d'effets possibles qui peuvent vous embêter à mettre vos battle tactiques. On passe tout de suite à la destruction en commençant par c'est le moment d'y aller. Ça ressemble à un truc où il faut avancer. Choisissez 3 unités ennemies n'étant pas en mêlée et qui sont entièrement en territoire ami. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si chacune d'elles est entièrement hors de votre territoire et a utilisé une aptitude de corps à corps à ce tour. Donc c'est une tactique de bataille qui à mon sens est pas évidente à mettre pour plusieurs raisons. Ça a quand même des restrictions très fortes. On parle de 3 unités qui doivent être dans votre territoire, qui doivent finir entièrement en dehors de votre territoire, qui doivent avoir combattu, qui doivent avoir survécu. Honnêtement, c'est pas des plus simples, ça demande pas mal de projections, Ouais. ça demande du mouvement, ça demande potentiellement de la charge, du combat. Bref, c'est 3 unités en plus, surtout comme tu l'as dit. Donc 3 unités, c'est un peu pas évident. La deuxième, l'approche rusée. Choisissez une unité ennemie qui est en mêlée et une unité amie qui n'est pas en mêlée. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si cette unité amie a été en mêlée avec cette unité ennemie à ce tour et si cette dernière a été détruite à ce tour. Bon, ça paraît relativement plus simple pour plusieurs raisons. La première, c'est que si l'unité ennemie est engagée, elle ne va pas pouvoir redeploy. Attention toujours à ces blagues de téléportation, etc. Bon, globalement, on a la létalité sur toutes les armées destrues d'aller savater une unité qui est déjà engagée. Surtout qu'en plus, ça vous demande même pas spécialement que ce soit l'unité amie qui tue l'unité ennemie. Non, faut juste qu'elle charge. Voilà, elle est facile. Enfin, on va finir avec le royaume de la mort, avec les tactiques de bataille de l'Hadès. On commence par la première, marquée pour le sépulcre. Choisissez une unité ennemie autre qu'un héros qui n'a eu aucune figurine tuée à cette bataille. S'il n'y a pas d'unité ennemie autre qu'un héros sur le champ de bataille, vous pouvez choisir n'importe quelle unité ennemie. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si l'unité choisie est détruite à ce tour. Bon, il y a moins de restrictions au final quand on regarde par rapport à celle de Destru, hormis de juste pas avoir eu de perte. Bon, voilà, globalement, ça a l'air quand même très métable. La deuxième, très pas inévitable, vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités amies sont entièrement en territoire ennemi et à plus de 9 de toute unité ennemie, et si aucune de ces unités n'a été placée à ce tour. C'est dur, hein.
C'est dur. Il faut se mettre à plus de 15, éviter le redéploiement. Franchement, même s'ils avaient enlevé la restriction de ne pas être placé, genre t'aurais pu les setup, même comme ça aurait été dur, je trouve. Donc, ouais. Bon, je pense qu'on peut dire honnêtement que je pense que les tactiques de bataille côté Death sont peut-être un poil au-dessus. Ouais. Voilà. On a les KO qui sont également très bonnes. Mm. Et puis, bon, je pense qu'après, c'est peut-être un petit peu derrière, côté ordre et destruction. Bon, on voit quand même qu'il y a de quoi faire niveau tactique de bataille, mais je pense, en tout cas, c'est l'impression que ça donne pour l'instant, c'est que pour une armée et une liste donnée, peut-être qu'on va avoir souvent tendance à développer le même schéma de battle tactique au fur et à mesure de la bataille, parce qu'en fait, on n'a pas non plus 50 choix. On va commencer avec des bords de table, on va peut-être aller prendre un décor, charger, tuer une unité ennemie. Donc voilà, honnêtement, ça m'a l'air quand même plus compliqué à mettre qu'aujourd'hui, où globalement, on a, selon certains BT, 2 fois moins de tactiques de bataille à mettre entre les génériques et celles qui étaient propres au Battletop. Nous allons donc maintenant attaquer les scénarios de ce nouveau MDG 2024-25 qui sont au nombre de 12 et qui ont la particularité d'être des scénarios qui, a priori, ont été appréciés lors des différents manuels généraux des années précédentes, depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire au moins 2016. À savoir qu'en 2016, nous étions à l'année N+1 du début de l'âge de Sigmar, qui est sorti en 2015. On va commencer tout de suite. Donc, à noter déjà de manière générique, de la même manière que dans Spearhead, on a des péripéties sur ces scénarios. Qu'est-ce que modélisent des péripéties et à quoi elles servent? Elles servent à donner un avantage au joueur qui est outsider. Et le joueur outsider qui c'est le joueur qui, au début d'un round de bataille, a le moins de points de victoire. Ok, on va donc commencer avec le premier plan de bataille qui est Guerre des frontières, qui est sorti en 2016, qui a pour particularité de donner à l'outsider un +1 à la touche lorsque ses unités vont frapper des unités ennemies qui contestent l'objectif dans le camp opposé, puisque c'est un scénario à 4 objectifs, qui va scorer de la manière suivante. 1 point pour l'objectif dans votre territoire, 2 points pour chaque objectif au centre, et 5 points pour l'objectif qui est entièrement dans le territoire adverse. Et de la même manière, vous le verrez, les Battle Tactics, c'est 4 points. Nouveauté de l'Age de Sigmar V4, on ne peut pas scorer plus de 10 points par tour. Petite spécificité de ce scénario, puisque dans le cas théorique, on peut scorer 9 points de primaire, on nous indique qu'on ne peut pas scorer plus de 6 points de primaire. Voilà. Donc, grosso modo, ça veut dire si on veut scorer 6 points de primaire, on a obligation d'aller prendre l'objectif qui est dans le territoire adverse. Ouais, parce que du coup, ça ferait 2, 2 et 1, ce qui fait 5, si je compte bien, et l'adversaire, ça fait 5 à lui tout seul. Donc, soit on contrôle 3 objectifs, soit on contrôle juste celui de l'adversaire. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est bien. Si tu as suffisamment enfoncé ton adversaire, au moins, tu n'as pas besoin de regarder derrière toi. Donc voilà, donc c'est un scénario qui est quand même relativement classique. On n'oublie pas que en V4, choisir de prendre le double tour, ça veut dire ne pas scorer de battle tactique. Donc ça peut être intéressant sur ce scénar d'emblée de scorer 5, d'investir avec une petite unité, un objectif qu'on sait qu'on va perdre, et de mettre une grosse force de frappe en faisant quasiment un floor fusée, histoire de prendre directement de l'avance au primaire et au scoring. On arrive donc au deuxième scénario, qui est un scénario de 2018, qui s'appelle Points focaux. Donc c'est un scénario déjà vis-à-vis de la péripétie, qui dit que l'outsider va avoir le choix au début du round de choisir si l'objectif central va être un objectif de flanc ou de foyer. Voilà, en sachant que les objectifs fonctionnent par paire opposée. Comment fonctionne le scoring? 1 point si on a un objectif, 2 points si on a 2 objectifs, 3 points si on a plus d'objectifs que l'adversaire, et 3 points supplémentaires si on a au moins 2 objectifs de flanc ou de foyer. Donc voilà, c'est un scénario vraiment de milieu de table. Je pense que les armées, les grosses armées de bâches type Iron Joe et compagnie vont être assez heureuses là-dessus. Ouais. Maintenant, voilà, c'est un scénario qui est quand même relativement technique. On avait un qui était assez similaire fin V3 justement dans la saison d'Andor. À voir ce que ça donne. On arrive ensuite à la chute d'étoiles, scénario emblématique qui a eu 2 versions. Donc du coup, au début du premier round de bataille, on va acheter 2d6 et ça va déterminer sur la ligne médiane où est-ce qu'on va devoir placer l'étoile qui vient de tomber, qui sera donc un objectif. Et au début du troisième round de bataille, on va placer de la même manière dans le camp de chaque joueur, donc au milieu du territoire, en jetant 2d6, 2 objectifs. Et du coup, ça déterminera où sont les objectifs. À noter que si la comète tombe partiellement sur un décor, on va prendre ce décor. Toutes les unités qui sont entièrement ou partiellement dessus vont prendre des cibles blessures mortelles. L'outsider, lorsque ça va impacter ces unités, aura le choix de demander à relancer ce D6, puisque c'est des cibles blessures mortelles quand même, donc c'est relativement impactant. Je pense qu'on se mettra loin des décors qui sont potentiellement touchables par la comète pour prendre un petit peu moins de dégâts. Au niveau du scoring, 3 points si on a un objectif et 3 si on a plus que l'adversaire, ce qui veut dire que au T1 et au T2, on pourra marquer seulement 3 points de primaire, ce qui veut dire que potentiellement, dépendamment de la bâche,
il peut y avoir un écart qui s'accentue en fin de partie. Voilà. Ça, on le connaît, ce scénar. C'est un scénar où la mobilité est hyper importante parce que les objectifs peuvent tomber complètement en diagonale, complètement d'un côté. Donc il faut avoir une armée avec du mouvement, potentiellement de l'ATP. Voilà. On passe ensuite à un scénario emblématique, objectif mouvant. Scénario à 3 objectifs assez simples. L'outsider aura le choix de demander à relancer le D3 qui sert à déterminer quel est l'objectif principal. Au niveau du scoring, c'est assez simple. 1 point par objectif auxiliaire qu'on contrôle, 2 points pour le principal et 2 points si on a plus d'objectifs que l'adversaire. Ce qui veut dire tout simplement que pour scorer 10, c'est-à-dire 4 de secondaire et 6 de primaire, il faut avoir tous les objectifs. Ouais, moi c'est pas mal. Et puis le fait d'être outsider là et de devoir, d'avoir la possibilité de faire relancer le dé pour que ça t'arrange, en vrai c'est quand même bien parce que souvent tu étais triste sur ce scénario quand ça tombait pile à l'opposé et que tu étais déjà en retard. Tu disais bon bah la game va continuer d'être compliquée pour moi. Là au moins tu as peut-être la possibilité, tu as un peu plus de chances de récupérer l'objectif. On le voit en fait, on l'a vu déjà sur nos parties Spearhead. Ouais. Parfois c'est un petit peu plus intéressant dépendamment de la péripétie de se dire il vaut peut-être mieux que j'ai 1 point de retard plutôt qu'être à égalité parce que les effets sont loin d'être négligeables. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut les anticiper. On pense au premier scénario par exemple. Si on sait qu'on peut revenir à égalité, on a le choix de se mettre à -1 en sachant que dans la foulée, on a moyen d'aller impacter dans l'objectif qui est dans le territoire adverse. En fait, autant être à 1 point de retard et savoir qu'on va avoir un +1 touche pour aller taper le bunker. Voilà. Je pense que c'est une nouvelle approche qu'on va avoir. On n'a pas encore vraiment en tête, en tout cas on l'a vu sur Spearhead, mais on n'a jamais pris le double tour volontairement. Se passer de 4 points de secondaire, c'est extrêmement cher. Donc, prendre un double tour, c'est vraiment, je pense, T4, T5 pour être sûr de terminer la partie. Mais avant ça, peut-être qu'il vaut mieux miser sur la mécanique d'outsider, prendre un petit peu de retard, en sachant que l'adversaire ne peut pas forcément se permettre de refuser 4 points de secondaire. Voilà. Je pense qu'il va y avoir vraiment de la réflexion vis-à-vis de cette nouvelle mécanique et ça va être assez profond. Ouais, parce que ça change. Avant, on pouvait jouer en se disant je joue en ayant à l'esprit que je vais être deuxième joueur pour avoir la possibilité d'avoir le deuxième tour, le double tour, ou pour avoir la possibilité en fait de pas m'en prendre. Bon, là, avec le fait de pas pouvoir marquer des battles tactiques, bah va falloir moins construire des listes en se disant, en comptant sur cette mécanisme de double tour. C'est bien. On passe donc au scénario suivant, Razzia Bestial, un classique qui est sorti il y a à peu près 3 ans. Grosso modo, c'est un scénario à 6 objectifs, 3 dans votre camp, 3 dans le camp de l'adversaire, qui vous dit que au début de votre round de bataille, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une petite interrogation puisque ça se faisait à la fin du tour pour piller les objectifs et c'était précisé que c'était après le scoring. Là, vous le faites au début du round de bataille. Lorsque vous contrôlez un objectif en territoire adverse, vous pouvez le piller et dire que cet objectif ne pourra être ni contesté, ni contrôlé par personne, ce qui permet potentiellement de diminuer le nombre d'objectifs sur la table et potentiellement avec 3 objectifs de s'assurer d'avoir le mort. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Le petit truc en plus pour l'outsider, la péripétie, c'est qu'il suffit seulement de contester un objectif pour pouvoir le payer sans avoir obligation à le contrôler. Au niveau du scoring assez simple, 2 points si on a un objectif, 2 points si on a 2 objectifs et 2 points si on a plus d'objectifs que l'adversaire, d'où l'intérêt d'aller piller ceux en face. On attaque donc le 6e scénario qui est donc les mâchoires de Galets. Alors la péripétie est assez violente puisque, écoutez bien comment c'est écrit, à partir du 2e round de bataille à la fin de son tour, le joueur qui est outsider peut décider de supprimer un objectif. Tout simplement. S'il n'y a pas d'outsider, rien n'est supprimé. Donc ça veut dire que si l'outsider joue en premier au tour 2, il va avoir l'avantage potentiellement qu'il y ait un nombre impair d'objectifs pour mettre le mort, puisque le système de scoring c'est 2 points pour un objectif, 2 points pour 2 objectifs, 2 points pour plus d'objectifs que l'adversaire. À la fin de son tour, s'il est joueur 1, il peut décider de supprimer un objectif, ce qui va rendre beaucoup plus ardue la tâche pour l'adversaire qui est joueur 2 d'aller mettre son mort. On passe au suivant qui ressemble grandement à la guerre frontalière qui est la bataille du col. 4 objectifs, 2 au milieu des 2 territoires, 1 dans chaque territoire. Au niveau du scoring, 1 point quand c'est chez vous, 2 points par objectif qui est au milieu. Et donc 5 points si vous contrôlez l'objectif qui est dans le territoire adverse. À noter que de la même manière c'est capé à 6. Petit changement pour la péripétie, l'outsider peut rajouter 2 à ses scores de contrôle pour les unités non héros. Bah c'est bien. C'est bien, c'est pas incroyable. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis 2 battle plans qui se ressemblent autant. Il y avait d'autres qui étaient assez sympathiques à aller chercher. Mis à part le déploiement, ils sont exactement pareils, et mis à part la péripétie. Exactement. Bon. Nous passons donc maintenant à un scénario emblématique
Terre qui est brûlée. sorti il y a quelques temps en V2, qui était Terre brûlée, qui a fait péter des plombs, si je dis pas de bêtises à l'époque, puisqu'on mettait D3 points de victoire, Ouais. qui était faqué par certaines instances à 2, ce qui était beaucoup mieux et beaucoup plus stable. Ouais, je mettais pas beaucoup, moi. Voilà. Donc, en fait, il y a 8 objectifs sur la table. Alors, au niveau de la péripétie, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que à partir du deuxième round de bataille, le joueur opérant, à la fin de son tour, peut choisir de cramer un objectif dans le territoire adverse si il le contrôle et qu'il le conteste. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, il faut être sur l'objectif et le contrôler. Mhm. Concernant la mécanique d'outsider, le joueur outsider aura la possibilité de choisir un objectif dans son territoire sur lequel les unités ennemies auront 5 dossés en moins, jusqu'à un minimum de 1. Voilà. Au niveau du scoring, 2 points si on a un objectif, 2 points si on a 2 objectifs, 2 points si on a plus d'objectifs que l'adversaire. Voilà, je trouve que c'est honnêtement un scénar qui est très intéressant vis-à-vis de la mécanique à la fois de péripétie et d'outsider. Mhm. Voilà, je trouve que c'est bien dosé, honnêtement. Il y a beaucoup d'objectifs, donc ouais, moi, après, il faut désarmer quand même avec pas mal d'unités quand même, parce qu'il y a Ouais. quand même beaucoup d'objectifs. Il y a 8 objets, c'est-à-dire qu'il faut de la projection, ça veut dire qu'il faut investir des ressources sur des objets pour les contester et les contrôler, ce qui Voilà. fait beaucoup. Et il faut être suffisamment pour que malgré le malus de 5 de l'adversaire, Ouais. on le contrôle encore. C'est pas évident, en tout cas je trouve que le scénario a été bien réécrit et beaucoup plus fin que ce qu'il n'était. Ouais. On attaque le 9e scénario qui est la mère de toutes les verrues, qui est un scénario hyper intéressant puisqu'il y a 6 objectifs. C'est vertu, mais oui. Elle s'évertue? C'est pas verru, c'est vertu. Bref, vous avez compris, 6 objectifs extrêmement intéressants. Mm. Lorsque vous tuez avec une unité non héros au corps à corps, en contestant un objectif, une unité ennemie qui contestait ce même objectif, vous devenez dominant sur cet objectif. Ouais. Si vous partez de l'objectif, vous n'êtes plus dominant. Lorsque vous êtes dominant sur un de vos objectifs, vous comptez pour plus 10 au score de contrôle. C'est énorme. Ouais. Plus 10, c'est beaucoup. À noter que pour l'outsider, les attaques de mêlée qui ciblent des unités dominantes donnent un plus 1 à la touche. J'aime beaucoup la dynamique de ce scénario. Il va falloir réfléchir extrêmement bien parfois, à mon avis, sur des pilines, volontairement sortir de l'objectif pour ne pas rendre les unités adverses dominantes, etc. Je trouve que ça a été très bien réécrit. Au niveau du scoring, c'est simple. 2 points pour 1, 2 points pour 2, 2 points pour mort, 4 points de battle tactique, 10 points maximum. Que dire? Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais, rien à ajouter, on connaissait un petit peu avant. Avant-dernier scénario, Leto. Ouais. Donc scénario qui a posé pas mal de problèmes de ruling vis-à-vis des objectifs qui soit se déplaçaient, soit étaient retirés, on savait pas trop si on les contrôlait encore, etc. Il y avait déjà eu une fac. La fac va dans le sens de ce battle plan. Vous connaissez, on a des objectifs qui démarrent au bord, qui avancent au fur et à mesure Jusqu'au au centre du battle map et qui terminent avec un objectif central. Péripétie quand même pour l'outsider. Il va pouvoir choisir un objectif où toutes les unités dessus vont prendre des 3 blessures mortelles. C'est du one to more concernant le scoring. À noter du coup, puisque évidemment, à partir du 4e round de bataille, il n'y a plus qu'un objectif, donc en avoir 2, c'est compliqué. Donc du coup, il y a une petite précision, c'est-à-dire que round 4 et 5, vous marquez 2 points de victoire s'il n'y a aucune unité ennemie à 6 pouces de l'objectif central, qui est donc le seul. Ouais, c'est pour compenser le fait effectivement qu'on peut pas Que en des avoir points. 2, donc c'est bien pensé. Avant, il me semble que ça n'existait pas en plus quand il était sorti. Non. On compensait pas, on perdait ses points supplémentaires. Donc en réalité, c'est un scénario qui est super intéressant, qui va quand même pas mal avantager les armées très milieu de table. Et je pense que sur ce genre, alors encore une fois, on n'a pas forcément en tête exactement ce que représente le fait d'avoir des objectifs qui soient si petits. Je pense qu'en fin de partie, quand il va falloir aller déloger le mec qui est au milieu, en évitant d'avoir un double tour, puisque du coup ça veut dire qu'on ne score pas de secondaire, ça va pas être simple. Petit conseil, à mon avis, il vaut mieux arriver en premier, quitte à se placer avant en fait. Hein. C'est-à-dire que même dès le T3, il faut se foutre au milieu à mon avis pour en fait, bloquer la map, parce que ça va être très compliqué. Et quand même, à noter que quand vous allez commencer à stacker des unités milieu de table T4, T5 et que l'outsider va dire tout pète, Ouais, en mettant des 3 blessures mortelles, ça va faire mal. Donc honnêtement, ils ont rendu le scénario très intéressant. Ouais. Scénario numéro 11, près du cœur, classico-classique, 6 objectifs, 3 dans le camp de chaque joueur avec 2 qui sont à l'intersection des 2 territoires. Ce qui va se passer au début de chaque tour, le joueur non actif va choisir un objectif dans son territoire qui sera l'objectif principal, qui est un objectif qui vaudra un petit peu plus de points. À noter, la mécanique d'outsider, sur un 5+, on va forcer le fait de choisir un autre objectif
en sachant qu'on n'a que 2 objectifs qui sont strictement et uniquement dans notre territoire, ça peut être hyper impactant. Au niveau du scoring, 1 point si on a un objet, 1 point si on a 2 objets, 2 points si on a plus d'objets que l'adversaire et 2 points si on a l'objectif principal. Exactement. Donc pas mal, on le connaissait pas mal celui-là, moi je l'ai pas mal joué et alors il va bien pour les armées encore une fois qui vont pouvoir défendre, on va se poser sur un objectif, on va souvent choisir cet objectif principal pour pouvoir le défendre. Bon, c'est voilà, c'est faux. Honnêtement, je pense que la mécanique d'outsider sur ce genre de scénario va être extrêmement impactante parce que si, en fait, vous n'allez pas pouvoir tout défendre. Il y a 2 objectifs qui sont à l'intersection des 2 territoires. Si jamais on claque le 5+, en sachant qu'on va en général aller chercher l'objectif qui est le plus loin, ça peut nous faire pas mal de points. Ça fait partie de ces scénarios où avoir peut-être un point de retard qui va vous permettre d'en scorer 2. Voilà, à voir. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Ils ont foutu sur la plupart des scénarios une mécanique d'outsider qui est hyper impactante. Ouais, après là c'est sur 5+, donc c'est relativement difficile. Et heureusement, parce que si c'était automatique, comme pas mal de scénarios qu'on a vu avant, où l'outsider avait un mécanisme qui est automatique, ça aurait été probablement trop fort. Bon, 5+, quand on le réussit, on est très content. Et quand on le loupera tout le temps, comme moi, bah, on sera moins content. On arrive au dernier, qui est le seul de cette année, qui est ressources limitées. Donc c'est du grand classique. Vous avez 6 objectifs, il n'a pas changé. Grosso modo, l'idée, c'est que lorsque vous scorez un objectif que vous aviez déjà scoré à votre tour précédent, c'est important, vous ne pouvez plus le scorer jusqu'à la fin de la partie. Donc mécaniquement, on se retrouve avec 2 armées qui vont pouvoir avoir de moins en moins d'objectifs contrôlables au fur et à mesure de la partie. À noter, on peut toujours contester les objectifs qu'on a déjà siphonnés. C'est un scénario qui est très technique. Grosso modo, ce que ça vous demande sur ce genre de scénario, c'est d'aller commencer. C'est hyper intéressant d'être joueur 1 parce que potentiellement, vous allez pouvoir aller flaguer les objectifs qui sont dans le territoire adverse. Petit plot twist vis-à-vis de l'outsider, on va avoir +3 au score de contrôle lorsqu'on va siphonner un objectif et qu'on est outsider. Donc c'est du classique, 2 points pour un objet, 2 points pour 2 objectifs et 2 points pour plus d'objectifs que son adversaire. On connaissait déjà, il est bien parce qu'en plus c'est un mécanisme qui est assez frais, qui est complètement, c'est le seul qui marche comme ça. Pour le coup, il ressemble à aucun autre scénario, donc voilà. Il était bien, il restera bien. Nous en avons donc terminé de cette review exhaustive du manuel général 2024-2025, en dehors des sorts persistants que nous verrons un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Encore une fois, un immense merci à Games Workshop de nous permettre de vous présenter tout ça en avance. On adore ce jeu, on s'est fait hyper plaisir en V3 et c'est vraiment un privilège et un honneur d'avoir la chance de vous présenter ça en avance. Comme d'habitude les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, aujourd'hui, vous avez la possibilité de commander la boîte Scaventide. Elle est disponible chez notre partenaire MyHobbyPlace dans le lien en description. Je te remercie mon petit Jim. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut, salut! Ciao!